Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique numéro 38, me semble-t-il. Et dans cette chronique, comme vous pouvez le constater sur la pagination de l'audio, je vais traiter de la corrélation entre Jean-Jacques Rousseau et Karl Marx. Plus précisément, les conceptions conceptions rapprochantes ou pour certains conceptions de continuité ou pour d'autres conceptions de commun accord. Et je vais commencer par la conception effectivement de la citoyenneté. La citoyenneté à Rousseau et Marx qui présente quelques distinctions importantes dans la compréhension et le but qui sont assignés par exemple à l'État, les droits, plus particulièrement les droits de l'homme, de la liberté du citoyen, des conventions sociales. Et donc, je voudrais dire que la citoyenneté, qui est la participation active des citoyens et la co-responsabilité mutuelle, ils sont d'accord. C'est-à-dire que Marx et Rousseau sont d'accord sur ce concept. Je dirais qu'en un mot, leur tâche est de prendre à l'homme son propre destin, prendre ses propres forces et se donner en échange d'autres forces qu'il ne peut utiliser qu'avec l'aide, je dirais, du commun, donc avec d'autres hommes. Dans la conception rousseauiste, ou rousseauienne, selon comment on peut appliquer ce néologisme, la figure la plus singulière des Lumières françaises, donc Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, est également plus connu, bien entendu, et nombre d'étudiants dans le périple de leurs études ont également étudié ce prestigieux ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, qui est en l'occurrence l'auteur du Contrat social en 1757. Sans le décortiquer en profondeur, on peut considérer que cela fut un travail de nature politique, qui est au problème de la conciliation, je dirais, entre la liberté et l'autorité, et le rapport entre l'individu et l'État. Nous pouvons établir qu'aujourd'hui, une bonne partie de la République, d'une façon factuelle et contractuelle, s'inspire de cette théorie dont le rôle de l'État, de la société, est de protéger les droits de l'individu, dans lequel les hommes sont capables d'exprimer leur volonté commune. En effet, je dirais que la citoyenneté soutenue par Rousseau est un élément qui souffre du point de vue politique et éducatif, et dans le domaine, par exemple, de la justice et de la morale. Ainsi, la notion de citoyenneté, comme celle de Rousseau, est extrêmement importante pour un juridique. Les droits des citoyens sont compris comme une pratique efficace qu'on appelle la praxis, que Clouscar nous a remis au goût du jour, donc Michel Clouscar, fruit bien entendu de la conscience politique et éducative de l'individu, doté de droits et de devoirs, peuvent collectivement promouvoir la justice, l'égalité et la liberté. Je sais, ce sont trois principes qui aujourd'hui sont ridiculisés, mais ô combien très importants et qui ont permis à cette société de devenir ce qu'elle est dans ce qu'elle a de meilleur. Dans le contrat social, Rousseau croit à la nécessité pour le citoyen de contribution à la constitution d'une entité politique dans l'état, je dirais, matrimonial de son implication pour le fondement légitime de la société politique. Par exemple, le citoyen, dans le sens actuel, est l'habitant d'une ville. L'individu, dans la jouissance, je dirais, en n'ayant pas peur de présenter la
jouissance de ses droits civils et politiques dans un État qui a besoin d'une identité politique. Cependant, dans la conception rousseauiste ou rousseauienne, tout dépend comment les gens vont utiliser ce néologisme, qu'importe. Moi je vais utiliser rousseauiste, ça me plaît, et même si je commets un peu une barbarité. Alors, le citoyen acquiert un nouveau rôle dans la constitution du statut matrimonial, puisqu'il fait partie de l'histoire politique, puisqu'il est responsable de l'élaboration de lois à travers une conscience publique, commune. Cela arrive quand leurs intérêts privés en faveur de la volonté générale, c'est-à-dire socialisation de leurs valeurs en tant que citoyens. Alors, cette impression est perçue par Rousseau, car selon lui, le citoyen conserve toutes les lois, même celles approuvées contre sa volonté, et même ceux qui le punissent quand il ose violer, je dirais, l'une d'entre elles. Alors le désir constant de tous les membres de l'État, la volonté générale, car c'est qu'ils sont citoyens et libres, lorsqu'une loi est proposée, l'Assemblée populaire la valide. Ensuite, ce que je voudrais effectivement bien préciser là-dessus, c'est que on peut considérer qu'il y a beaucoup d'idées communes entre Rousseau et Marx, et cela, bien entendu, a été illustré dans nombreux ouvrages et nombreuses pensées politiques et surtout de méthodes philosophiques. Il faut savoir que Rousseau a également proposé d'étudier l'histoire de la politique, de la philosophie sur le terrain de la démocratie. Marx a essayé de relier les pensées politiques entre Kant et Hegel et Rousseau. Il a essayé de connecter ces pensées politiques avec Aristote. Les deux politiques de Rousseau et de Marx, la philosophie peut être conclue en tant que produit de la société cognitive. Cependant, je voudrais bien préciser que pendant longtemps, il y a deux points de vue sur la relation entre Rousseau et Marx. On est catégoriquement, je dirais, dans un constat, dans un concept où, à première vue, comme la plupart des érudits qui, par les différentes périodes, ont analysé la pensée politique de Marx et ont bel et bien extirpé les influences rousseauistes dans ce qu'on peut appeler la théorie politique de Rousseau, et dont, de préciser, certains chercheurs déclarent cette conception du néopositivisme. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, quand on regarde les métamorphoses entre la conception rousseauiste, effectivement, et la pensée de Marx, la question du peuple est corrélativement celle de l'expression publique qui travaille, je dirais, les théories philosophiques politiques qui ont été très présentes au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Alors, me direz-vous, elles sont généralement posées pour traiter du problème du rapport du peuple et de l'État. Toujours le même souci de la relation entre le citoyen et la gouvernance, entre la décision du commun et la volonté individuelle. Et dans cette optique, un clivage classique peut être mis en évidence selon qui privilégie ou non une conception, je dirais, contractualiste de l'état civil, conduisant bien entendu à différencier des auteurs comme d'une part Rousseau et Kant, qui est son continuateur version germanique, et d'autre part Hegel et Marx. Donc un examen
je dirais, attentif, montre que finalement, au fond, ces théories politiques sont largement concernées par le problème de l'unité et de la division du peuple concret. Et bien entendu, de ses expressions, je dirais, publiques. Alors pouvons-nous analyser, par exemple, dans le contrat social, est-ce qu'on peut considérer, c'est là l'aspect du problème, est-ce que le contrat social est une révolution ou une réforme? Si l'idée même de contrat social rapproche Kant de Rousseau, en revanche, les thèses subversives du second ne peuvent manquer d'être, je dirais, atténuées par le premier. Dans cette perspective, l'opinion publique et le principe de publicité, excusez-moi ce mot un peu, je le reconnais, moderniste, constituent des révélateurs des deux conceptions du contrat social. Alors, si je ne peux me permettre cette analyse, une interprétation somme toute personnelle, dans l'esprit de Rousseau, l'ordre social ou civil, entendons-nous, est un droit sacré. Mais il n'est pas naturel. Il est fondé sur des conventions. De ce point de vue, la force et le joug contraignant l'homme s'avèrent, je dirais, pouvoir, mais n'ayons pas peur de le prétendre, oui, on peut dire ça comme ça, pouvoir être mis en cause par l'homme lui-même, qui nécessairement n'est libre et apte, je dirais, à reprendre sa liberté. En d'autres termes, Rousseau définissait comme étant l'asservissement des hommes, et dont Marx y avait traduit plus une certaine forme d'aliénation. Bien entendu, asservissement des hommes ou aliénation des hommes à un maître crée finalement une agrégation, mais pas une association du peuple et de son chef. C'est pourquoi Rousseau, avant même de considérer comment un peuple se donne un roi par délibération publique, par exemple, il convient, je dirais, d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Je vous renvoie du contrat social au livre 1, chapitre 5. Rousseau explique qu'il s'agit effectivement donc de trouver une forme d'association délibérée qui puisse défendre et protéger de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle, chacun s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Là justement est toute la subtilité. Alors, effectivement, d'autres auraient prétendu que cela est possible que dans la mesure où un peuple est instruit et éduqué. Donc on définit finalement au fond le peuple ainsi, comme étant constitué de l'ensemble des associés, c'est-à-dire des citoyens, ce que Ortega y Gasset appelait la communauté de destin dans l'universel. Ensuite, en tant que je dirais en tant que participant à l'autorité souveraine et des sujets, en tant qu'ils sont, je dirais, dans l'observation, ce que d'autres appelleraient soumission aux lois, l'unité conceptuelle entre les rôles de citoyens et de sujets se situe dans la notion de la volonté générale, qui est bien entendu, je dirais, pas la volonté, il n'est pas l'apanage de tous, comme somme de volontés particulières, privées, selon comment les gens définiront le terme, mais la manifestation de l'intérêt commun. Dans ce cas d'espèce, apparaît explicitement le problème du mode de construction de la volonté générale. Si Rousseau est favorable à la démocratie comme mode de gouvernement, il n'en relève pas moins les difficultés à la mettre en œuvre. Alors, en effet, la démocratie suppose un État très petit,
où le peuple soit facile à se rassembler, où chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres. Donc, si ces conditions de liberté et d'égalité étaient réunies, je dirais, si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux. Du grand nombre des petites différences, je dirais, résulterait toujours la volonté générale et la délibération serait toujours la bonne. Or, ce qu'on peut établir dans la démocratie d'une manière générale, cela implique également l'égalité des fortunes et peu de luxe. Car ces derniers, je dirais, est corrupteur en tant du riche que du pauvre. Le peuple idéalisé est dès lors menacé par une tendance à la constitution des associations partielles. La volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres et particulière par rapport à l'État. C'est pourquoi, quand une de ces associations l'emporte sur toutes les autres, il n'y a plus de volonté générale. Et l'avis l'emporte, je dirais, n'est plus qu'un avis particulier. Alors, me direz-vous, il reste ainsi à comprendre comment échapper à ce divorce entre l'idéalité formelle du peuple, si dans la mesure il est encore enclin à une certaine idéalité, et la tendance concrète à l'inégalité et à la différenciation. Pour cela, Rousseau nous laisse sans réponse. Marx a développé effectivement son idée sur la chose, y apportant d'autres, je dirais, arguments, comme également Kant ne nous aide pas nécessairement puisqu'il se renferme dans un constat ou dans une conception typiquement germanique et finalement au fond nous aide pas à mieux comprendre Rousseau. Alors, pour faire un petit aparté, je voudrais parler effectivement de Kant. Kant, dans sa conception de la citoyenneté, avec les formulations, je dirais, des caractéristiques fournies par sa doctrine du droit, qui est la première partie de la métaphysique des mœurs, je vous renvoie sur cet ouvrage, qui est un peu, je dirais, tortueux, mais qui est fort intéressant. Il y a beaucoup d'analyses qui sont accessibles et qui font réfléchir. Bon. Kant s'avère proche de Rousseau, puisque on peut considérer que Kant, je dirais, s'est autorisé à s'influencer de la pensée rousseauiste. Donc, on peut considérer, en faisant ce petit travers, ce raccourci, cette réduction, que Kant est un Rousseau germanique. Excusez-moi du peu. Alors, le contrat originaire constitue l'acte par lequel, dans son ensemble, ce que je pourrais appeler le monde et chacun, abandonnent dans le peuple leur liberté extérieure pour je dirais, la retrouver comme membre d'une république, c'est-à-dire d'un peuple considéré comme État. Le peuple n'est donc pas une simple multiplicité d'hommes, une simple arithmétique, c'est la constitution qui forme simultanément le peuple et l'État comme une chose publique. Donc il importe donc de considérer de façon, je dirais, de la façon dont se construisent les lois juridiques qui fondent l'État. Ça c'est je dirais, c'est un premier principe. Ensuite, n'ayons pas peur de le dire, Kant nous indique par exemple que le pouvoir législatif ne peut appartenir qu'à la volonté unifiée, ce qu'on pourrait définir comme collective du peuple. Ceci lui permet de définir à la fois la catégorie de citoyens comme membres de l'État, unis en vue d'une législation, et bien entendu les attributs juridiques indissociables de leur essence. La liberté de n'obéir à aucune autre loi qu'à celle, ou je dirais, ou à laquelle
ils ont donné leur consentement, prenons le cas par exemple de l'égalité civile, qui consiste à ne reconnaître dans le peuple d'autres supérieurs, je dirais, l'indépendance civile, qui consiste à ne devoir son existence et sa conservation qu'à ses propres droits et à ses propres forces comme les membres de la République. C'est une des raisons pourquoi il ne faut pas oublier que autant Marx que Rousseau étaient partisans d'une République forte, qu'on pourrait même qualifier, je dirais, aujourd'hui d'autoritaire, ce qui nous manque bien entendu, puisque nous avons une déliquescence de l'État face à une mondialisation que nous arrivons plus, je dirais, à trouver notre place, voire à renverser la vapeur à travers une certaine forme de souveraineté. Un des principes importants aussi chez Kant, c'est que si la liberté et l'égalité apparaissent comme des notions compatibles avec les conceptions rousseauistes, il n'en va pas de même pour la notion d'indépendance qui conduit Kant, et c'est ce qui fait sa différence, à différencier deux catégories de citoyens, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Conception tout à fait germanique. Par cette seconde expression, Kant désigne tous ceux qui ne disposent pas de leur libre arbitre. Pour donner un ordre d'exemple, il statue sur les employés, ce qu'on pourrait définir aujourd'hui comme les salariés, et autres que ceux de l'État, les mineurs, en son temps les femmes, ce que Marx a condamné effectivement, puisqu'il considère que la femme est un être égal et plénipotentiel actrice de la société. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il va falloir un petit peu réactualiser. C'est important de maîtriser un petit peu Hegel, Marx, Rousseau, Kant, pour faire ces nuances entre des différentes périodes, différentes époques, où, je dirais, la sociologie était tout à fait différente. Bon, ceci étant, quand je qualifie tous ces individus qu'on pourrait considérer comme étant passifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui, pour pouvoir, je dirais, leur existence, dire mais ce que Kant définissait comme étant le besoin inaliénable de nourriture et de protection, ne dépendent pas de leur propre activité, mais de la volonté d'un autre, sauf de l'État bien entendu. Or, dans la mesure où ces individus passifs sont certes constitutifs d'un peuple et participant à l'État, mais où également ils n'ont pas la capacité d'agir envers l'État et de l'organiser, cette démarche aboutit à une partition de la citoyenneté. Ce qui, en d'autres temps, vont les qualifier effectivement de citoyens de second ordre. Et c'est en cela que Marx a redéfini le rôle de ces citoyens comme étant des citoyens plénipotentiels. Ce que Lénine va définir aussi également plus tard, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour l'instant, restons sur, je dirais, les notions dites de réciprocité entre Rousseau, Marx, Engels et puis effectivement Kant. Donc, dans ce cas d'espèce. Alors, pour revenir à cette, je dirais, à cette partition qui fait défaut à la démocratie, finalement, au fond, puisqu'elles en font des citoyens de seconde zone. Alors, cette partition, à y regarder de plus près, est redoutable, et annoncée d'une certaine manière par le principe, je dirais, de publicité, qui est une pierre angulaire de la pensée kantienne. Ce principe est exposé notamment dans un texte de 1795 intitulé « Vers la paix perpétuelle, esquisse philosophique », plus précisément dans l'appendice. Il trace une limite infranchissable en deçà de laquelle il n'est pas de droit public, donc pas de droit du tout, finalement, au fond. Le principe de publicité qui s'oppose au secret
est ainsi érigé en principe transcendantal, en impératif délaissant toute condition empirique. Toutes les maximes qui exigent, pour ne pas manquer leur fin bien entendu, la publicité s'accordent avec le droit et la politique réunis. Fermez les guillemets. Point. Alors, qu'entendons-nous dans cette maxime ? Cette maxime doit être rapprochée de la notion d'usage public et de la raison développée dans le texte de 1784, titré : ouvrez les guillemets, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Fermez les guillemets. Kant, lui-même, y traite de l'usage public de la raison, comme la faculté, comme le principe, je dirais, fondamentale de la liberté, la plus inoffensive de tout ce qui peut porter ce nom. Alors, en distinguant l'usage public de la raison et de son usage, dans une fonction déterminée, usage privé commandant généralement la retenue et l'obéissance, Kant entend par l'usage que l'on en fait comme savant devant l'ensemble du public qui lit. Même si chacun des citoyens, et tout particulièrement, dans ce cas d'espèce, le rôle joué par le prêtre en tant que savant, se voit accorder la liberté de formuler des remarques sur les vices inhérents à l'institution actuelle, cet usage public non seulement doit laisser subsister l'ordre établi, mais aussi envisager, par contre, sous la forme privilégié de l'élitiste de l'écrit. Ces conditions révèlent, je dirais, les caractères spécifiquement kantiens et typiquement germaniques de la sphère publique de la raison. D'une part, le réformisme manifesté par le respect de l'ordre établi, et d'autre part, la division du peuple en deux catégories hiérarchisées de citoyens aptes ou non à construire la vie publique. Alors, si cette partition du peuple peut être observée dans diverses philosophies, elle se présente comme en effet du développement industriel, celle de Hegel et de Marx. Donc, effectivement, quand on statue sur ces principes, immanquablement, on arrive à Hegel et Marx et à la définition de ce qu'on peut définir comme étant les classes sociales, ou d'autres pourraient définir au sens noble du terme l'ingénierie sociale. Alors, j'en arrive à Hegel et Marx. Bien entendu, je passe je dirais, l'objet de nombreuses polémiques. Il n'est guère discutable que le second se soit formé à travers sa critique du premier, autant qu'à travers, je dirais, celle de l'économie politique classique, en particulier des œuvres de jeunesse de Marx, s'oppose à Hegel sur sa conception de l'État comme fin universelle, et bien entendu sur la dimension salvatrice que Marx confère au prolétariat. Cela est inévitable. Hegel avait une vision, je dirais, de l'opinion publique qu'on pourrait qualifier de plébéienne, ce qu'aujourd'hui on peut statuer par la plèbe, ce que Baudrillard appelait les masses silencieuses. Maintenant, dans sa théorisation de l'état rationnel, Hegel adopte une position constante sur le peuple, commentant des réformes parlementaires en Angleterre et en Allemagne. Hegel met en évidence dans ses écrits politiques ce qu'il considère être un paradoxe. Comment le peuple peut-il participer à l'élaboration d'une constitution, comme ce fut le cas durant la Révolution française, alors que son existence en tant
quantité suppose au préalable l'existence d'une constitution marquant un certain état d'organisation, une vie publique ordonnée. Hegel précise alors que c'est l'existence d'un monarque qui donne son existence au peuple. Finalement, au fond, son but ultime. Vous voyez, un petit peu comme ce qui était défini dans les monarchies de droit divin. La population chrétienne ou catholique, dans une monarchie de droit divin, s'identifie au roi, qui le roi serait la lieutenance du Christ, et que même si le roi fait défaut, la Chambre des Pairs prendrait le relais, mais l'exemple en tant qu'incarnation de se hisser au niveau du roi pour accéder au Christ, par le principe d'humilité, constitue effectivement, dans la vision hegelienne, à titre, je dirais, strictement pur, comme étant un élément, je dirais, principiel. Alors, en ce sens, sa position diffère fondamentalement des deux variantes du contrat social abordées précédemment, aussi bien par Rousseau, bien entendu, le maître, et Kant, son continuateur germanique. Soyons honnêtes, même si, effectivement, il y a une différence fondamentale, si ces positions, je dirais, diffèrent, et d'une façon fondamentale, puisque la notion même de contrat social est impensable pour Hegel, un tel contrat pouvant être remis en cause. Or, cette remise en cause pourrait menacer le déploiement de l'esprit comme forme spirituelle de l'idée dans l'état universel. Dans le modèle, par exemple, hegelien, des trois moments du développement de la raison, et on pourrait même qualifier essai ruse, la famille, la société civile bourgeoise, qu'on qualifiait à l'époque d'industrielle, et l'État universel, c'est en effet l'universalité de l'État qui absorbe et permet le dépassement de la singularité des opinions caractérisant la société civile bourgeoise. Cette dernière est le moment de la division entre intérêts dans laquelle les activités sont médiatisées par le travail, qu'on pourrait qualifier d'une façon réelle et sérieuse et somme toute plus matérielle, comme l'argent par exemple. Il reste alors à comprendre comment passer d'une société civile bourgeoise, construite sur la base de tel intérêt particulier, à l'État pour tous. Ce qu'on pourrait qualifier de l'État universalité. Donc, je ne parle pas de mondialisme, hein. Restons dans les termes usités de l'époque. L'universalité, c'est-à-dire l'État pour tous dans une nation. Je tiens à préciser parce que sinon, certains pourraient y voir encore une vision, je dirais, apocalyptique d'une certaine forme de mondialisation qui n'a absolument rien à voir en cas d'espèce, hein, puisque nous sommes effectivement dans les textes. De ce point de vue, la notion d'opinion publique apparaît dans la philosophie du droit de Hegel comme un révélateur des ambiguïtés caractérisant sa théorie politique. En effet, Hegel admet que l'opinion publique permet à chacun de faire valoir et exprimer son opinion subjective à propos de l'universel, mais il considère aussi qu'aucune expression subjective n'est spontanément universelle, et que tous, c'est-à-dire finalement au fond qu'un grand nombre, considère aussi qu'une expression subjective n'est spontanément universelle que tous, c'est-à-dire le plus grand nombre. Et bien entendu, ne s'entend pas aux affaires de l'État. On n'est donc pas ici, dans ce cas d'espèce, dans le souci de Rousseau de rendre la délibération
excusez-moi, délibération, pardon, euh, publique efficace. Bon, ceci étant, chez Hegel, par exemple, cette inaptitude du tous ne fait que renforcer une vision de la société civile bourgeoise où sont distingués d'un côté les individus dont les compétences leur permettent de s'intégrer aux corporations et de l'autre ceux qui, par manque de compétences, ne s'y intègrent pas et forment la populace qu'on appelle d'une façon plus, je dirais, vulgaire, la plèbe. Comme cette plèbe est le fruit de l'expansion de la société civile bourgeoise et ses contradictions, la plèbe apparaît en surnombre. Hegel manque de nous dire comment l'État, qui s'appuie sur les instances de médiation, que sont par exemple les corporations, pour nouer des relations avec le peuple, je dirais, peut trouver une solution universaliste et non répressive au problème bien entendu lié à la plèbe, dont fatalement, in fine, les membres en sont exclus. Le peuple de Hegel apparaît ainsi dédoublé. Et de la difficulté, bien entendu, rencontrée par Hegel, reflète la reconnaissance du problème des contradictions de la société bourgeoise industrielle. C'est une des raisons qui conduit Marx, critiquant Hegel, à son droit politique, à déplacer le raisonnement hegelien en imaginant la possibilité qu'une clause puisse concentrer les caractéristiques de l'universalité en raison même de l'universalité des souffrances. Rappelez-vous l'aliénation que Rousseau, je dirais, surqualifie. Ensuite, comment Marx arrive, par son analyse, à définir une certaine forme d'idéologie. Alors, il n'est pas abusif de dire que la notion de peuple ne joue pas de rôle, je dirais, conceptuel dans la théorie de Marx. Par exemple, elle est absente, ou presque, je dirais, du manifeste du Parti communiste et du Capital. En revanche, Marx décrit la société bourgeoise à travers une caractéristique fondamentale, la lutte des classes entre bourgeoisie, c'est-à-dire la classe du capital, et le prolétariat, ce qu'on pourrait qualifier la classe des ouvriers modernes, qui, selon le manifeste, ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en trouvent, je dirais, que si leur travail accroît bien entendu le capital, qui est une évidence. Dès lors se pose non pas le problème de l'unité de la société autour du peuple, du souverain et du rapport entre l'un et l'autre, mais d'abord celui de la lutte des classes. On sait que l'œuvre de Marx est essentiellement tournée vers l'explicitation des conditions économiques de la lutte des classes. En revanche, les rapports politiques et idéologiques, soit les deux forment la lutte de classe, ont peu fait l'objet d'une explication dans les œuvres dites de la maturité. C'est une des raisons pourquoi, quand certains me parlent de marxisme sociétal ou de marxisme culturel, c'est de trahir l'idée de Marx. Marx n'a absolument pas élaboré un concept de société culturelle, mais bel et bien des normes économiques, des prises de conscience. Il l'a défini dans une critique du capitalisme, une critique de l'économie de marché, à l'époque de Synarchie, une critique même de la littérature, car portant les fruits, effectivement, d'une certaine, je dirais, un certain état d'esprit, mais encore une fois, il n'a absolument pas apporté un concept culturel. Le concept culturel ne vient qu'après par l'interprétation d'individus qui dégagent une idée selon, je dirais, leur capacité à détourner le sens premier, je dirais, de Marx. Quand Marx dit « je ne suis pas marxiste », c'est qu'il précise justement qu'il faut remettre en compte ses propres idées
pour pouvoir poursuivre l'œuvre. Alors, néanmoins, pour en revenir à la conception idéologique explicitée par Marx, on voit se déplacer l'importance primitive accordée à la conscience de soi du prolétariat, reprise par la suite dans une perspective hegeliano-marxiste, comme celle de Lukács, de Georges Lukács par exemple, sur la destruction de la raison. Livre que je vous conseille de lire, qui est très très important. Au profit, bien entendu, d'une approche privilégiant les rapports idéologiques entre les classes. En effet, Marx précise, sans nuance, que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leurs êtres, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. C'est donc bien dans les rapports sociaux qu'il faut chercher, selon ce qui détermine leur conscience, c'est donc bien dans les rapports sociaux que cela sont définis et dont on peut extirper une certaine forme de clé de compréhension de la société bourgeoise. Cependant, Marx s'arrête en chemin si le passage à une problématique, plus particulièrement problématisation en termes de rapport idéologique des classes dominantes et des classes dominées. Marx définit dans la conscience du peuple une notion fondamentale de population par la réalité conceptuelle de leur souffrance, en extirpe par la connaissance de leur aliénation un moyen de s'instruire sur un phénomène profond dont ils arrivent à y mettre des mots afin de répondre et de voir passer outre. D'autre part, je voudrais préciser que dans cette analyse, qui peut conduire Marx sur la voie, je dirais, d'un constat, et surtout dans l'analyse, dans ce qu'on pourrait définir comme l'espace public, de confrontation des idées, et bien entendu, si cette thèse, je dirais, des idées dominantes est celle des classes dominantes, que d'autres, pour condamner justement le phénomène d'injustice ou d'aliénation à l'égard des populations liées à la classe ouvrière, je prends par exemple José Antonio Primo de Rivera qui définissait dans la réponse de l'Espagne que la lutte des classes fatigue une nation et finalement au fond ne permet pas à une société de pouvoir, je dirais, devenir une communauté de destin dans l'universel, dont être une nation pouvant appartenir à un monde multipolaire. Cette analyse est une analyse qui, d'un revers de manche, détruit le concept, je dirais, de réalité et de bien-être pour tous. Alors, je ne vais pas m'éloigner pour sortir d'autres concepteurs comme D'Annunzio ou même Ortega y Gasset ou même Julius Evola. Le problème, c'est que, effectivement, quand on regarde de plus près, si les classes dominantes, donc forcément partagées par la classe dominée, n'impliquent pas l'extinction de toute confrontation idéologique. Et même formulation d'une opinion publique dans l'optique par exemple de Marx, c'est une combinaison entre partage et affrontement des idées qui constitutive à la société bourgeoise et qui, par voie de conséquence, et ça c'est le principe même de société tel qu'il a été défendu dans les théories sociales modernes, qui pose problème et qui oppose Marx aux thèses kantiennes du contrat social et hegelienne de l'universalité de l'État. On voit alors qu'il ne suffit pas de considérer l'acte même par lequel le peuple se constitue en peuple et qu'il convient aussi de problématiser les divisions sociales dont les philosophies du peuple traitent généralement sans forcément aller jusqu'au bout de leur raisonnement. C'est une des raisons pourquoi je dis souvent que le marxisme doit être, je dirais, réinvesti, réanalysé, réinterprété, réactualisé. Et en cela,
pourra constituer ce que je rappelle l'amorce d'une solution universaliste et non répressive. Alors il n'est pas abusif de dire que, en définitive, que le peuple reste encore une idée abstraite, mais qu'elle ne peut se constituer qu'autour d'une communauté de destin dans l'universel, regardant dans la même direction, ayant les mêmes intérêts communs, et dont l'État doit constituer, je dirais, in fine, la conception de tous. Plus l'État sera faible, plus le peuple sera faible. Et c'est imparable. Aujourd'hui, on le voit bel et bien, puisque face à des organisations qui sont plus ou moins d'ordre impérial, ne permettent plus aux populations de s'organiser et de constituer un État fort. Voilà, je me suis permis de faire quelques petites analyses sur la métamorphose des conceptions qui sont, je dirais, dans notre escarcelle et qui libre à nous de les développer et d'y apporter une réactualisation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.